Bonsoir à toutes et à tous. Rémi Choubadé, bonsoir. Oui, bonsoir Bill. Bonsoir Distel Amoussou. Bonsoir Radio Cotonou, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous renouveler votre disponibilité sur Actuel Débat. 35 ans d'anniversaire de la conférence nationale, mise à disposition des fonds pour l'audit du fichier électoral par le gouvernement, acquisition de scanners pour le CNHU. Qu'en est-il des autres centres de santé? Nous lançons le débat tout de suite. Merci de rester avec nous. Radio Cotonou. Radio Cotonou. À 2 ans. Joyeux anniversaire. Actu et débat. Eh bien, nous avons 2 ans, vous le savez, joyeux anniversaire à nous, pourquoi pas, on va en parler en fin d'édition. Je vais recueillir les avis de mes invités sur les 2 ans de Radio Cotonou. Ils interviendront en tant qu'auditeurs. Voilà, nous sommes 20 février 2025. La rencontre historique, tournant décisif de l'expérience démocratique du Bénin s'ouvrait il y a 35 ans, du 19 au 28 février 1990. Les délégués des différentes composantes de la société béninoise ont posé les bases du nouvel ère politique au Bénin. Le renouveau démocratique était né à la suite de cette rencontre historique et sur Actuel Débat. À l'occasion de cet anniversaire, nous nous sommes proposés de regarder dans le rétroviseur d'Estelle Amoussou. Comment se porte le Bénin aujourd'hui, 35 ans après la conférence nationale? Au mieux que nous sommes, au mieux que nous le regardons, au mieux que nous le projetons. C'est une dynamique lorsqu'on parle d'un État, d'une nation, d'une république, d'une société. C'est donc une construction, un jeu permanent qui appelle des impondérables, qui appelle des hauts et des bas, qui appelle des circonvolutions. Le Bénin est en train de construire et de se construire. Quelqu'un a dit qu'il a pour envie, vision de le révéler. Et donc nous sommes à cette étape-là de révélation du Bénin sous toutes ses formes et ses coutures, ses faiblesses et ses forces. Faiblesse quant aux questions de développement, faiblesse quant à la situation de notre société elle-même, faiblesse quant à la vitalité des hommes et des femmes qui vivent au Bénin, faiblesse par rapport à ce que nous projetons pour l'avenir, à la postérité, faiblesse en nous et en notre être, mais aussi grande satisfaction pour le chemin parcouru, pour la distance effectuée, pour ce qui se réalise. Grande satisfaction. Ce qui nous arrive. Oui, je vous donnerai tout à l'heure la parole au sujet du chemin parcouru, le temps de recueillir l'avis de Rémi Choubadé sur comment se porte le Bénin aujourd'hui. Vous voulez qu'on parle des mots ou des actes? Si ce sont les mots, vous savez comment connaissez le narratif ambiant. Mais ce sont les actes que, comme à la veille de la conférence nationale, même pas à la veille, plusieurs mois avant la conférence nationale, il y avait des prisonniers politiques. Il y avait des exilés politiques. Il y avait des assassinats politiques. Ça, c'est plusieurs mois avant la conférence nationale, parce que c'est quand on a arrêté tout ça qu'on est passé à la conférence nationale. Mais là où on est là, on a même dépassé, excusez-moi, on a même dépassé l'atmosphère politique avant la conférence nationale, parce que c'était depuis, la conférence a eu lieu en 90, alors c'était depuis, bon, c'est vrai, quelques mois avant, décembre 89, que le gouvernement a décidé... Non mais vous ne pouvez pas comparer, c'est aujourd'hui, je vous demande, cette atmosphère politique à l'avant-conférence nationale. Je demande si vous voulez qu'on parle c'est deux choses différentes. On parle des paroles. Ce n'est même pas le même régime. Laissez-moi éclairer. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Moi, je parle des actes. Le reste, c'est votre travail, ça. Allez-y. Je dis, en 1989, le gouvernement s'est réuni pour dire le parti ne dirige plus l'État. Fini le parti unique. Et puis, on a ouvert les prisons pour les détenus politiques. On a demandé à ceux qui sont à l'extérieur
de rentrer. Mais on est à cette étape-là maintenant. C'est-à-dire c'est après ça qu'il y a eu la conférence nationale. Aujourd'hui, nous avons les détenus politiques, nous avons les exilés politiques, et puis nous avons des gens qui se font assassiner dans la rue, pas des tirs à balles réelles pour des contestations électorales. Moi, je parle de faits. Si vous avez le contraire, dites-le. Si vous n'avez pas le contraire, constatez avec moi. Je ne fais pas de comparaison. Hein? Et c'est après ça, quand on est allé à la conférence nationale, déjà, on avait déjà réglé ces petits problèmes. Et il fallait refonder un nouvel État. N'oubliez pas que l'État n'était pas... Il y avait un État en 90. Il y avait une constitution, il y avait un président de la République qui a été élu en 88 pour 5 ans. C'est vrai qu'il était candidat unique, mais 2021, c'était presque candidat unique. Puisque c'est le même candidat qui a donné des... Comment vous appelez, des parrains à ses concurrents. C'est-à-dire qu'il a choisi ses adversaires. Donc on a déjà un président élu, candidat unique en 88, pourtant en 90, on s'était retrouvé à la conférence nationale pour remettre en cause tout ça. Moi, vous voulez dire qu'on vit le même moment aujourd'hui? Je ne dis rien, je vous parle qu'avant la conférence nationale. Je vous parle de faits. Si quelque part il y a un mensonge, vous soulignez et puis on continue. Si c'est la je vous résume en fait. Si vous voulez dire en somme que... C'est pas moi qui ai créé ces événements, hein. Je vous les rappelle, pêle-mêle, pour ceux qui peut-être ne veulent plus s'en souvenir ou ne s'en souviennent pas. Hein? Je vous dis que il y avait un État, il y avait la loi fondamentale, qui était la Constitution. Hein, c'est vrai qu'il y a des problèmes, il y avait une crise économique, politique, bien entendu, droits de l'homme, bien entendu. Et à un moment donné, on a dit, bon, on s'arrête pour débattre de tout ça. J'ai entendu Bertrand Ngouedji tenir les mêmes propos que moi, presque. Et il a été, vous avez suivi le reste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques, des gens qui ont... se sont aventurés sur le terrain politique, qui ont fait acte de candidature pour la présidentielle et tout, et qui sont retrouvés plus tard en politique avec, on va me dire qu'on a eu un jugement et tout ça. Je ne conteste pas, mais les faits sont là, qu'ils sont là. Et il y a eu beaucoup d'autres qui ont été détenus, qui n'ont jamais été jugés, qui ont fait des années en prison, certains ont été libérés, et certains y croupissent encore. C'est la réalité du Bénin aujourd'hui. C'est pas de demain. Hein. C'est pas demain. C'est-à-dire aujourd'hui, là, on est là. C'est la réalité du Bénin. Il y a des gens qui ont quitté le pays. Donc vous me rejoignez quand je dis que vous êtes en train de peindre le Bénin comme le Bénin avant conférence. Vous voulez réagir au propos de Arémé Sobadé qui dit qu'on vit aujourd'hui les mêmes réalités qu'avant la conférence nationale. Je ne réagis au propos de personne. Mais j'observe que nous sommes vous êtes son co-débatteur. Nous sommes en face du verre à moitié plein ou à moitié vide, ça dépend de là où on se met, ça dépend du sens de patriotisme de chacun, ça dépend de l'engagement, n'est-ce pas, de chacun à voir, n'est-ce pas, le beau en soi pour le projeter pour son pays. Moi, je suis ferme là-dessus. Oui, nous n'avons pas connu un parcours linéaire de beauté, de joie, de gaieté où tout peut s'applaudir. Mais nous sommes résolument dans une dynamique de voir le Bénin autrement. Hier, avant la conférence nationale des forces vives de la nation, face aux révolutionnaires, il y avait le discours démocratique, le narratif du discours démocratique qui s'était imposé. Nous sommes passés aux assises, nous sommes revenus au lendemain de ces assises-là, pays démocratique, auréolé, félicité, plébiscité un peu partout dans toutes les institutions. Ce qui a caractérisé donc la gouvernance du Premier ministre Nicéphore Soglo, puis du président Nicéphore Soglo par la suite. Aujourd'hui, le narratif change. Et c'est les questions de développement qui s'opposent à la démocratie. Et donc, il appartiendra au peuple de faire un choix. Il appartiendra aux leaders, aux élites, de nous orienter vers un choix. Il appartiendrait aux acteurs politiques, au personnel politique de sortie du vagabondage, de la puanteur, et de nous proposer des démarches objectives, n'est-ce pas, qui puissent arrimer la démocratie
aux élans de développement. Quelqu'un a parlé de démocratie Nescafé, quelqu'un a parlé de dictature du développement, n'est-ce pas? C'est des concepts qu'il faudra regarder de très près en fonction des réalités qui vivent les populations. J'ai eu dit que dans une zone à Abomey encore, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux ce matin, les gens vont encore, n'est-ce pas, puiser de l'eau dans les marigots, et c'est ça qui leur permet de, n'est-ce pas, de boire, de laver les effets et de vivre. Et c'est des préoccupations. Nous avons encore des écoles aujourd'hui où c'est en paille, où c'est sur des bancs que s'asseyent, n'est-ce pas, nos enfants. Et c'est des questions qui nous interpellent. Nous avons encore des problèmes, n'est-ce pas, par rapport au plateau technique, à la facilité à l'accès aux soins de santé publique pour tout le monde. C'est des choses qu'il faut regarder. Cela explique la dictature du développement, c'est ça? Non, je dis, écoutez, il faut mettre les concepts sur la table, les décortiquer, les décrypter, et d'opérer des choix face aux besoins, à la réalité des populations, des Béninoises et des Béninois. Voyez-vous, il ne faut pas se limiter au discours, au concept. Il ne faut pas se limiter, n'est-ce pas, aux rêves des élites. Il faut aller questionner ce que vivent les Béninois dans le tréfonds de la réalité, dans nos hameaux, chez moi à Djakotomé, je sais à peu près ce que vivent mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces, là-bas, mes tantes. Voyez-vous, il faudra interroger tout ceci. Mais au même moment, je dis, quand vous allez à Paris, en France, aux États-Unis, partout, il y a des clochards dans les rues, dans les métros. J'ai vu en venant ici tout à l'heure, je prends à témoin une personnalité que je ne voudrais pas citer, et on en a parlé, une personne de peau blanche qui, n'est-ce pas, martelait le macadam sous ce soleil-là avec une bouteille d'eau vide en main, et quand tu le vois, tu sais que cette personne-là, que Dieu m'en pardonne, est dans un état de souffrance. Voyez-vous? Et donc, il y en a partout. C'est-à-dire, nulle part au monde, il y a le beau à l'infini. Tout se construit. Alors, est-ce que nous décidons de nous inscrire dans la dynamique de la construction permanente, tous les jours, pan par pan de notre pays, où nous allons nous mettre dans la litanie des concepts, des rêves utopiques, où nous allons nous inscrire dans l'accusation permanente, redondante et récurrente, pour dire tel a fait ci, tel a tué, tel autre n'a pas tué. Il s'agit d'opérer un choix. Il s'agit d'opérer un choix. Il n'y a pas le rose n'importe où dans le monde. Rémi Choubadé, Dissela Mousso a dit que le parcours, il a reconnu que le parcours n'est pas linéaire. Pourquoi vous inquiétez du tableau que vous-même avez peint? On n'est pas à l'église pour qu'il y ait accalmie totale quand même. Je me voyais comme quelqu'un qui est inquiet. Si le rappel des faits... D'abord, qu'est-ce qui nous différencie des bêtes sauvages? C'est la mémoire. Si nous refusons d'avoir de la mémoire, c'est terminé. La preuve, c'est qu'on a refusé, on a oublié notre histoire et on est en train de la revivre. Si vous voulez, on continue. On a oublié notre histoire et on est en train de la revivre. Mais si. Si on avait tenu compte de ce qui s'est passé, on n'en serait pas là. À la conférence nationale, quel était le slogan? Plus jamais ça. Quelqu'un a même osé dire qu'on a vaincu la fatalité. Mais nous y sommes encore. J'ai l'impression qu'on n'a même pas commencé le niveau zéro du progrès. Quand on dit oui, il faut discuter, on va discuter où? On fait les débats à quel niveau au Bénin? C'est sûr, la conférence nationale, si on s'était attablé un peu sur ça, on verrait que oui, ça a posé peut-être, ça permet de régler un problème, mais on n'a pas fait la construction. C'est-à-dire, après la conférence nationale, j'ai comme l'impression qu'il n'a plus eu le suivi nécessaire pour la construction même de notre état de démocratie, état de bas. La démocratie, c'est pas... on ne peut pas dire que c'est un concept pour les Blancs. Non, on parle de droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on respecte la personne humaine, si on veut. Si nous voulons, nous mettons ce que nous voulons dans la cagnotte de la démocratie. Encore que, comme je le dis, et on veut faire des débats à quel niveau au Bénin? C'est où on veut faire des débats?
au gouvernement, le ministre n'a même pas le temps de finir de parapher, de signer les paraphes avant d'aller s'asseoir quelque part pour réfléchir. Il a peut-être 4-10 réunions en une journée, tout ça. À l'Assemblée, vous voyez ce qui se passe, hein? À quel moment, à quel niveau au Bénin on réfléchit ensemble? Je l'ai toujours dit ici, tous les jours, que notre problème est beaucoup plus intellectuel et organisationnel. Est-ce que vous souscrivez, je vais y arriver aujourd'hui, à l'opinion qui pense qu'il faille aller à une conférence bis? Non, moi je ne suis pas dans le cadre de la conférence bis. Je veux une conférence permanente à travers les partis politiques, à travers les écoles. Je vais insister, toujours insister, à travers les écoles de partis politiques. Ce sont les laboratoires d'idées. C'est-à-dire, lorsque nous asseyons ici que nous parlons, eux, ils ont déjà enregistré pour décrypter. Ce ne serait pas des paroles en l'air. Hein, vous avez vu la faiblesse de la production littéraire chez nous. Parce qu'on a l'impression que quand vous écrivez, vous sortez un document, que personne n'a le temps de lire. Mais s'il y avait ces laboratoires pour recueillir ces informations, ces éléments, ça pourrait faire évoluer le débat. On ne va pas mettre les gens dans une salle 2 jours, 3 jours, une semaine pour dire qu'on a réglé les problèmes du Bénin. Donc vous êtes pour le dialogue permanent? Oui, c'est le laboratoire d'idées. Les laboratoires d'idées. Vous ne pouvez pas venir dans la vie publique sans être passé par une école. Quand on me dit le patriotisme, c'est quoi le patriotisme? On va acheter ça dans une boutique? L'idéologie, c'est quoi? L'idéologie, c'est quand vous rentrez dans une école, on vous dit c'est tel qui a fondé l'école. Sur telle base. C'était comme ça qu'il évoluait. Tous les matins, il nourrissait les pauvres. C'est ça l'idéologie qu'on vous enseigne à cet endroit-là. Ça s'enseigne. L'idéologie, le patriotisme, ce n'est pas des biens qu'on achète dans des boutiques. Pour qu'on dise que tel là pas. On vous forme à une certaine vision, à une certaine... Le fait même de rentrer dans l'école. Ici, quand vous rentrez dans la maison, dans la radio ici, vous sentez comment les gens procèdent. C'est ça l'idéologie de la maison. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez retrouvé la même ambiance ici que sur votre parcours quand vous étiez à Golf ou ailleurs. Vous comprenez? Pourquoi donner vos exemples? Non. Attends, je vous parle de l'organisation humaine. Oui. Vous créez vous-même votre idéologie. C'est pas qu'on va venir, on dit, bon, par exemple, le parti n'a pas d'idéologie. Comme si, avant de créer le parti, il faut aller dans une boutique et acheter une idéologie pour venir, pour partager. Ça ne se fait pas comme ça. C'est à l'interne que vous créez votre idéologie, que vous la partagez entre vous. Et ça peut ne pas être ce que tout le monde pense là. Mais la construction intellectuelle n'a pas suivi. Après la conférence nationale, chacun allait chercher des postes. Je vais attirer votre attention sur le fait que, très rapidement pour finir, tout le présidium de la conférence nationale, tous sans exception presque, se sont retrouvés dans les institutions au lendemain de la conférence. Vous allez voir quelqu'un qui est devenu président du Conseil économique et social, un autre est devenu, je crois, président de ceci, président de cela, ministre, député. Hein? Et après, l'esprit même de la conférence, Monseigneur a continué à incarner ça tout seul dans son coin. Puis après, lui-même, il était un peu fatigué. Et d'ailleurs, le Vatican l'a rappelé à l'ordre. Et on est rentré dans un train qui dure jusqu'à aujourd'hui. On n'a plus rien construit après. On a oublié notre passé. N'oubliez pas que les décisions n'ont pas été prises pendant la conférence nationale. On a fait les débats, on a essayé de prendre les grandes options comme la souveraineté de la conférence, la décision de créer la transition. Oui, mais après, par exemple, pour prendre la Constitution, c'est pas la conférence nationale que ça a été conclu. Et donc, les débats devaient évoluer. Et dans notre quotidien, on devait remarquer que nous sommes en train de construire quelque chose. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Alors, disent-elles, je ne vous coupe pas, Rémi Choubadé, conférence bis aujourd'hui ou conférence permanente? Il y a une certaine opinion qui appelle aujourd'hui à une conférence nationale bis. Rémi Choubadé a trouvé qu'il faut aller à un dialogue permanent. Oui, mais avant, je dois saluer la reconnaissance de la vision du président Patrice Talon qui a instauré la réforme du système partisan et donc qui a fait d'une obligation pour les partis politiques de disposer d'une école de formation au militantisme. C'est vrai. Et ça, je tiens à saluer cette reconnaissance donc et interpeller effectivement les partis politiques. Vous parlez de moi?
Moi, je n'ai jamais reconnu un mérite à Talon. Hein. Il a détruit le système partisan. Si c'est ça que vous voulez, je vous le précise. S'il vous plaît, Harry. Maintenant, il peut continuer, mais il dit... On va écouter Distel. Non, j'ai entendu reconnaissance. S'il ne dit pas ça, on continue. Mais si c'est de moi, il parle... S'il vous plaît. Non, mais je ne peux pas laisser passer des choses... Non, s'il vous plaît. Exact. On va l'écouter. Vous aurez la parole pour... Non, on n'est pas dans un antagonisme. Je veux juste faire ce rappel-là. Ok, on vous a compris. On ferme la parenthèse. Sinon, le président vous avez la parole. A détruit le système partisan qui était déjà moribond. S'il vous plaît, arrêtez. Allez-y, Distel. Okay. J'ai donc entendu que les écoles de parti devraient exister, devraient fonctionner. J'ai entendu que c'est à ce niveau-là qu'il est de besoin de décrypter nos propos pour que ces propos-là ne deviennent pas des propos en l'air. Et j'ai dit, je félicite cette reconnaissance-là. Et c'est une conception, une vision du président Patrice Talon qu'il a instaurée à travers la réforme du système partisan. Donc, je voudrais saluer cette reconnaissance. Et continuer de dire, oui, il faut, n'est-ce pas, interpeller les partis politiques à l'effet et de l'application réelle, n'est-ce pas, de cette vision-là. Parce qu'ils prennent le denier public pour ça aussi. Voyez-vous, les soutiens, n'est-ce pas, aux partis politiques à travers le financement participent à cela également. Et donc cela devient une obligation, un devoir, n'est-ce pas? Et donc, la question, ils doivent nous former désormais des patriotes, des citoyens de type nouveau. Ce qu'ils ne font pas, c'est ce que déploie René Chobadé. Et c'est cela qu'il faut dénoncer avec véhémence, force. Vous êtes unanime sur cette question? Là-dessus, c'est pour ça que je dis que je salue la reconnaissance de la vision du président Patrice Talon. D'accord. Alors, faut-il donc engager une nouvelle rencontre genre à l'image de la conférence nationale? Écoutez, nous sommes des êtres humains et le dialogue, en principe, il est permanent. Il est permanent, on ne se crée pas des occasions, n'est-ce pas, de dialoguer. On dialogue à travers les actes, on dialogue à travers les discours, on dialogue à travers les postures. Et le dialogue s'observe entre nous. La belle preuve, le président Patrice Talon prend langue avec même les opposants et répond à leurs déshydratats, répond à leurs inquiétudes, n'est-ce pas, et engage même, n'est-ce pas, le denier public à cela. Ça veut dire que le dialogue n'est jamais rompu. Mais il n'est pas permanent. Il est. D'autant que les acteurs politiques de l'opposition n'ont de cesse de dire ce qu'ils pensent, d'apporter leurs critiques, même si par endroits les propositions d'alternatives n'accompagnent pas les critiques acerbes, mais ils parlent partout. Ils se réunissent pour parler. Voyez-vous? Et donc, c'est une forme de dialogue. Le dialogue n'est pas forcément en présentiel. Mais il n'arrive pas à résoudre les problèmes sérieux, les problèmes qui fâchent. On en a beaucoup en suspens aujourd'hui. Ça dépend de ceux de ces problèmes-là, qui apparaissent plus sérieux les uns après les autres. Pour eux, c'est eux qui détiennent la hiérarchie. Mais l'un des problèmes les plus sérieux pour eux aujourd'hui est en passe de connaître une solution. Ils ont évoqué, n'est-ce pas, l'audit du fichier électoral. Écoutez, le chef de l'État a donné sa parole. On va en parler tout à l'heure. Et voyez-vous, et donc, s'ils avaient, par exemple, au lieu de mettre l'accent sur l'audit du fichier électoral, s'ils avaient dit, écoutez, en plus des écoles dont ils disposent le Bénin, le cas de concertation politique où les partis politiques décident et imposent, n'est-ce pas, font le plaidoyer pour que le Bénin puisse augmenter, n'est-ce pas, le taux, n'est-ce pas, de couverture de la cantine scolaire et de le rendre 100%. Peut-être que le président Patrice Talon aurait pu travailler à cela. S'ils avaient parlé d'école et tel qu'ils ont démarché, ils ont opéré par rapport à la liste électorale, au fichier électoral, ils avaient fait la même chose, le président Patrice Talon et son gouvernement auraient travaillé à cela. S'ils avaient parlé du plateau technique au niveau de la santé, et donc c'est eux qui ont la priorité de leur demande.
Et tout le monde observe aujourd'hui que la priorité à leur niveau, n'est-ce pas, c'est la chose politicienne. Ça n'est pas la survie des Béninoises et des Béninois. D'accord. Et donc, c'est à cela qu'a répondu le président Patrice Talon. Alors, Dissel Amoussou, je vais rester avec vous juste une minute. Que faut-il aujourd'hui, même si on ne passe pas par le cap de la conférence nationale BIS, par le cap de dialogue permanent dont vous parlez là, que faut-il faire pour que le consensus qui a prévalu en 90 puisse s'inspirer aujourd'hui afin qu'on puisse passer l'étape de 2026? Parce qu'apparemment, tout le monde a peur. Alors, vous évoquez un concept que je rejette, moi. Le concept du consensus. Pour moi, le consensus est un concept bâtard qui est antithétique même à la démocratie. La démocratie, c'est la voix de la majorité. Le Bénin a su, n'est-ce pas, sous la présidente Poyon, rendre ce consensus-là valeur constitutionnelle. Mais je dis, nous ne pouvons pas à chaque fois marquer les pas sur un concept. Sur un consensus, d'accord. Simplement parce que dans une maison, il faut quand même, à un moment donné, et le père de la famille puisse trancher. Voyez-vous, si les enfants doivent se réunir pour dire leur déshydratat, si maman doit la bouder pour ce qu'elle a envie de faire, et que c'est le père de famille qui regarde la marmite, n'est-ce pas, la cagnotte, à un moment donné, il va falloir qu'il tranche. Et la constitution de l'armée du Bénin donne plein pouvoir au président de la République, institution, n'est-ce pas, de définir les politiques publiques. Si on ne passe pas par l'étape de conférence nationale BIS, ni de dialogue permanent, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que le consensus puisse prévaloir, pour qu'on puisse passer l'étape de 2026? C'est la première fois qu'on va vivre les élections générales. Il faut libérer les prisonniers, donner les conditions pour le retour des exilés, permettre à tout le monde d'aller aux élections. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je ne sais pas ce qu'il y a. En fait, il faut retourner, il faut juste reprendre l'esprit de la conférence nationale et recommencer par ce qui a manqué après, c'est-à-dire la construction de la démocratie. On ne peut pas me dire que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Et ça, nous sommes retournés à la jungle. Si les minorités n'ont pas le droit de citer dans une république, cette république ne peut pas aller loin. On n'a pas besoin de beaucoup de monde pour troubler la paix. Généralement, ces personnes ont maltraité les minorités qu'on se retrouve dans la difficulté. C'est pas parce que vous l'avez emprisonné, qu'elle n'a que cette seule voix, la pauvre dame, du fond de sa cellule, que vous aurez la paix. Mais c'est parce que vous le laissez exprimer ses préoccupations, ses idées et tout, et qu'elle constate qu'elle n'est pas suivie, que là, on est convaincu de la démocratie. Mais c'est pas en écrasant, c'est pas quand on chasse les pauvres de la rue, comme on le voit là, qu'on a fait disparaître la pauvreté. Vous comprenez? Donc, on recommence à reconstruire la démocratie. Je crois que c'est déjà un pas, enfin, je ne dirais pas un pas. Vous avez vu que ce qu'ils ont fait du financement public des partis politiques est essentiel en démocratie, mais qu'on a dévoyé. Aujourd'hui, il y a les partis politiques. En quoi faisant? Il n'y a pas une loi qui porte un régime financier des partis politiques. On a dit on donne l'argent. Et vous voyez les conditions dans lesquelles on donne. On appelle les gens, on leur donne des chèques. Alors qu'ils n'ont fait aucune prestation à l'État. Et on leur dit d'aller dépenser. Vous voulez que ça se passe comment? Mais comment appelle-t-on? Nous sommes dans un État. Comment on dépense l'argent public? C'est comme, je vais vous donner un seul exemple pour vous expliquer. C'est comme si on dit à un ministre, en début d'année, il va à la banque pour prendre l'argent qui est disposé pour son ministère et il dépense, et à la fin de l'année, il justifie. C'est un peu comme si on commençait par faire ça. Mais la dépense publique s'exécute comme des dépenses de l'État, pas des dépenses d'individus. Il y a même des dépenses que vous faites et le prestataire va se faire payer au trésor public. Mais il faut un régime. C'est comme les communes. Il y a une loi spécifique sur le régime financier des communes en République du Bénin, par exemple, qui fait partie des 5 lois qui formaient un peu ce qu'on pouvait appeler le cours de la décentralisation. Merci. Rémi Chobadé,
même 2 heures, 3 heures d'émission n'auraient presque pas suffi pour apprécier le chemin parcouru 35 ans durant. J'ai une dernière question et on a passé plus d'une demi-heure sur ce premier sujet-là. C'est vrai que tout n'est pas rose aujourd'hui. Le pays était agonisant avant 90, après mis sous programme d'ajustement structurel. 35 ans après, le panier de la ménagère reste aujourd'hui ce qu'il est. Non, ça, ce sont des détails. Vous refusez de parler de l'ensemble et vous voulez en venir aux détails. Je voudrais qu'on finisse avec ça. Si vous voulez connaître le panier de la ménagère, je vous ai tout demandé ici d'aller à Aného, tout près ici, où vous allez à Diroko, pour aller voir les Béninois, comment ils vivent. Des Béninois qui ont fui ici, là. De toute façon, vous avez vu aux dernières élections, on a constaté que Cotonou s'est dépeuplé considérablement et le nombre de députés a diminué de 2. Beaucoup n'ont pas senti ça parce qu'il y a eu le bonus féminin qui avait compensé. Sinon, c'est officiel que Cotonou s'est vidé. Bon, on va me dire que... Ah bon? On va me dire, non, c'est à vue d'œil? Vous constatez ou quoi? Cotonou élisait 9 députés. Cotonou a élu 7 députés et suffrage direct. Mais ce n'est pas le biais des bonus féminins qui ont 2 députés supplémentaires et qui a rétabli. Sinon, par exemple, des zones comme Calavi ont augmenté. Ça, on peut le reconnaître. De toute façon, c'est pour vous dire, si vous voulez voir l'état du panier de la ménagère, allez, si vous ne pouvez pas aller, dites-moi, je vais vous amener. Vous allez voir les maisons de... On prend rendez-vous alors. Oui, les maisons de... Vous allez les voir. Vous parlez de la ménagère aujourd'hui, 35 ans après, ça n'a pas changé. Le sac de charbon aujourd'hui a presque 8 000 francs CFA. Pour prendre de bons garés aujourd'hui, il te faut 500 ou 600 francs CFA. Avant de répondre à votre question, je voudrais m'intéresser au dépeuplement de Cotonou. Pour 30 secondes, très rapidement. Oui, et dire que cela n'a aucun fait politique. Cela n'est même pas un fait politique. Écoutez, moi, je suis en train de construire aujourd'hui à Tocan, où j'irai me reposer. J'habite Fidjiro, c'est derrière l'aéroport. Écoutez, des comme moi, il y en a qui sont en train de partir de Cotonou pour leur repos, leur tranquillité. Ah non, Harry ne parle pas de ça. C'est ceux qui sont partis de force ou de... S'il vous plaît, personne n'est parti de force. C'est ce qui crée ce qu'on pourrait appeler dépeuplement de Cotonou. Non, mais il y a des gens qui partent parce que la vie est chère à Cotonou. Non, moi je ne pars pas de Cotonou parce que je ne supporte pas la vie à Cotonou. Je pars de Cotonou pour ma tranquillité. Je veux plus d'espace. Je veux un grand jardin à moi. Tranquille. C'est pas pareil pour tout le monde. Et comme moi, il y en a. Il y en a qui ont choisi Toribosito. Allez à le maire Kouakou peut venir à votre micro en témoigner. Donc vous le dites que le dépeuplement de Cotonou dont pas la Rémi, s'il vous plaît, vous voyez la forte industrialisation, la pollution qu'il y a dans Cotonou. Les plus intelligents, les plus au fait sont en train de vous laisser Cotonou et aller vivre de l'oxygène ailleurs. Voyez-vous, ne venez pas politiser ça. C'est un fait de société. Connu partout en Europe, partout dans le monde. Hein. Il y a ce qu'on appelle les résidences secondaires, où les gens vont en vacances. Voyez-vous. Donc, j'ai fermé là la porte à cette contre-vérité. C'est ça qui paraît extraordinaire. Qui déforme? Si vous voulez déformer, je vous ai dit ici que si vous voulez voir le panier de la ménagère, je vous amène à Ného. C'est ce que j'ai dit. Alors, c'est quoi votre histoire de Cotonou? Non, vous avez parlé de dépeuplement de Cotonou. Oui, mais je vous ai dit, par contre, je vous ai dit que le nombre a diminué à Cotonou, par contre, ça a augmenté à Calavi. Ou même vous avez censuré ça là. Bon, on a compris. J'ai un problème avec vous. C'est la Moussou, s'il vous plaît. On va se comprendre sur ce plateau. On parle du panier de la ménagère rapidement pour aller au prochain sujet. Et c'est moi qui ai donc 35 ans après, allez-y. Alors, vous parlez du panier de la ménagère, vous parlez du gari, vous parlez de charbon, vous parlez de ci et de ça. Mais vous évitez d'inclure... C'est des exemples que je donne. Hein. Oui, il faudra donc inclure, hein, n'est-ce pas, comment vous appelez ça, les facteurs déterminants. Voyez-vous, il y a globalement deux facteurs. Il y a tout ce que la crise de la Covid a engendré. Il y a ce que la guerre, n'est-ce pas, Russie-Ukraine engendre aujourd'hui. Mais il y a, de façon endogène à nous, n'est-ce pas, que
la cupidité des producteurs, des commerçants crée. Il faudra évaluer ça. Quand vous parlez de Gari, je veux partir de votre exemple. Est-ce que vous savez qu'au Nigeria, la nourriture de base, le repas de base se repose sur le manioc, sur le eba, sur le Gari? Est-ce que vous savez que les Nigérians viennent acheter des champs chez nous? Je dis des champs chez nous. C'est-à-dire que nos cultivateurs, nos producteurs cultivent pour eux. Voyez-vous? Et donc, quand c'est prêt, c'est cuit, ils viennent ramasser pour aller nourrir leur population. Ça, c'est un phénomène qu'il faudra regarder. Et lorsque l'État va prendre des mesures par rapport à ça, vous allez dire, voilà, on a creusé des tranchées, on est en train d'embrigader les cultivateurs, aucun pays au monde ne laisse faire ce genre de choses. Il faut laisser les populations face à la cherté de la vie. Pour parler par exemple de poissons, n'est-ce pas? Il y a des filets qu'on appelle Melopokolou par exemple, que, n'est-ce pas, il faut combattre rigoureusement. C'est une forme de pêche, n'est-ce pas, qui pénalise la société. Donc il y a des phénomènes endogènes à nous qu'il faudra regarder. J'ai parlé sur votre plateau des greniers sauvages, n'est-ce pas, que les commerçants véreux, cupides, installent pour mettre le maïs dedans et créer de la rupture, n'est-ce pas, artificielle, et revendre cher. Organiser la surenchère. Donc du coup, il y a ces choses-là que l'État doit regarder. Mais à chaque fois que l'État regarde, on trouve que c'est un État policier. On trouve que c'est un État qui n'a pas le droit de regarder là, alors qu'au même moment, les populations, n'est-ce pas, pleurent et crient à l'abandon. Voyez-vous, donc, du coup, je crois qu'il faut être honnête parfois dans certaines réflexions. Un mot pour conclure sur ce sujet-là, oui, vous voyez qu'il n'y a plus d'État chez nous. L'État a supprimé au NASA qui essayait de pallier aux pénuries en prenant les produits pendant que ça croulait sous les bras des paysans pour pouvoir les distribuer après dans la période de soudure. L'État a supprimé ça et a demandé à chacun de se débrouiller. Et vient se plaindre plus tard que oui, s'il prend des mesures aujourd'hui, les gens vont commencer par... Et puis vous avez suivi le modèle Sonapra. On a supprimé, on a remplacé par autre chose, dont l'assistance aux paysans, ça fait défaut. Si vous voulez engager, vous allez prendre un petit état de terre, vous allez comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, vous êtes seul face à vous-même. Même pour faire une tranchée, il faut aller négocier avec les voisins. S'ils sont bienveillants, ils vont vous laisser faire. Si ce n'est pas eux-mêmes qui viennent les détruire la nuit, alors qu'auparavant, c'était des groupements encadrés par ce qu'on appelait les encadreurs ruraux, et avec même des subventions des fois, pour assurer la sécurité, la viabilisation, etc. Mais aujourd'hui, l'État s'est désengagé. Tout ce qui les intéresse, voilà, c'est le business. On veut construire les centres de... Business de quoi? Vous n'avez pas vu la démultiplication des centres commerciaux dans Cotonou, où on construit des centres, je ne sais même pas ce qu'on veut y vendre. Vous ne voyez pas dans la ville. Et voilà, l'État a abandonné les pauvres pour s'occuper des riches. Merci. On va passer au deuxième sujet. Le gouvernement du Bénin a donné, vous le savez, son accord pour la mise à disposition de l'intégralité du montant demandé par l'opposition pour l'audit du fichier électoral. Le Conseil des ministres de ce mercredi a autorisé le financement par le gouvernement du budget de l'audit du fichier électoral par le cadre de concertation de l'opposition. Wilfried Léandre-Ngbeji, porte-parole du gouvernement. Le dit comité, mis en place par certains partis politiques d'opposition, a soumis au gouvernement un budget qui s'établit à la somme de 159 436 200 francs CFA pour la réalisation de cet audit. Le Conseil a autorisé la mise à disposition intégrale des ressources et instruit les ministres chargés des Finances et de la Justice d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin. Puisque Distel a eu la parole au premier sujet, le gouvernement, en débloquant les fonds, a joué la parole. Bon, écoutez, il y avait un fichier, il y avait un audit légal qui existait avant l'arrivée de ce gouvernement, que ce gouvernement a supprimé. Non, répondez à ma question. Mais attendez, je ne peux pas... Allez-y. Non, mais ça, vous savez, allez-y. Je ne peux pas rentrer dans la théâtralisation de la vie publique. Allez-y. Il faut toujours éclairer les gens. Il y avait le COS-LEPI qui se chargeait justement de l'audit. D'ailleurs, même pour parler du montant, on a parlé de 160 millions. Mais avant, le COS, c'est pas moins d'1 milliard par an.
Hein? Mais là, c'est un, comment appelle-t-on, c'est un audit participatif, hein, de tous les courants politiques qui, au niveau représentés à l'Assemblée nationale, qui installent pour apurer chaque année. Il y avait le CNT pour apurer chaque année le fichier électoral. Il n'y avait pas de problème. Et quand ils ont fait disparaître le COS, vous avez vu ce qui s'est passé par la suite? Hein, je ne sais pas combien de morts ont été enregistrés lors des élections. On oublie souvent ça là. Et ce qui est très dommageable pour un État où on a même voté une loi d'amnistie pour éviter qu'on poursuive ceux qui ont tué. Et aujourd'hui, on a un truc, 160 millions. Et moi, je ne crois même pas que ce soit une... enfin, si les partis politiques qui s'y adonnent sont satisfaits, tant mieux. Mais n'oubliez pas que les partis politiques de la majorité, enfin, de la part du chef de l'État, font semblant de bouder le processus. Et pourtant, ils sont représentés au gouvernement, et ce même gouvernement valide le processus et l'accompagne. Comment vous expliquez ça? Moi, je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre. Il n'y a pas de visibilité dans le message. Est-ce que vous êtes ravi aujourd'hui que le chef de l'État puisse tenir parole? C'est ça que vous dites. Ravi comment? Qui est cette non mais attendez, à ma question. Vous expliquez pourquoi j'ai mes doutes. Le chef de l'État a promis, je crois en novembre 2023... Laissez le chef d'État là où il est. Laissez-le là où il est. Parce qu'il a promis beaucoup de choses qu'il n'a pas réalisées. Mais il a réalisé ça là au moins, non? Reconnaissez-le. Moi, je ne l'ai jamais demandé ça. Je ne vais rien reconnaître. Je vous dis qu'il y avait un audit participatif institutionnel qui existait, qu'il a détruit. Et aujourd'hui, on se contente d'un petit truc qu'on y a fait. On ne sait même pas. Personne ne peut témoigner. Vous allez voir, puisqu'il y a des partis qui bougent, il y a les partis politiques qui soutiennent cet État, qui n'ont pas voulu rentrer dans ce processus et qui disent que ce n'est pas légal. Et comment se fait-il que le chef d'État s'engage dans quelque chose qui n'est pas légal et vous me demandez, moi, de l'applaudir? Le chef d'État n'a jamais dit que ce n'est pas légal. Non, mais je vous dis que les partis qui soutiennent son action ont sorti les articles du code électoral, même si ce plateau en a parlé, pour dire qu'on ne peut pas faire l'audit, que c'est la procédure. Ils ont rappelé la procédure à plusieurs reprises pour dire ce qui est en train d'être fait n'est pas d'abord de base légale. C'est le mot qu'ils ont utilisé, c'est pas moi. Que cela n'a pas de base légale et pourtant le gouvernement accompagne. Alors je veux comprendre. Où est le chef d'État? Bon, c'est vrai que depuis le 20 décembre, quand je suis venu sur ce plateau, je vous ai dit que ceux à qui disaient que la pagaille est terminée, que c'était à son camp, c'était aux gens de son camp. Et la suite, vous avez vu ce qui se passe. Bon, son camp dit, nous on n'est pas d'accord, enfin il n'y a pas de base légale. Ils ont des ministres au gouvernement, et pourtant ce gouvernement a validé cette demande de mise à disposition de fonds. Pourtant, le contentieux en cours n'était porté mais pas sur fichier, ça portait sur la révision du code électoral. Vous n'avez pas dit que parce qu'on a révisé qu'on est en train de constituer une cagnotte pour aller faire un audit dont pour le moment on ne sait pas encore comment ça va se passer par rapport à la relecture du code électoral qui a toujours été la revendication principale, pas seulement même de la classe politique, hein, de tous les acteurs de la vie publique, même des confessions religieuses s'y sont mêlés, hein, et des personnalités morales s'y sont mêlées. Et pour le moment, on ne sait même pas si un jour on aura l'opportunité de parvenir à la satisfaction de cette revendication. Hein. Et maintenant, on veut présenter le fichier, l'audit électoral comme un trophée. Donc, qui veut le faire? C'est pas vous, c'est pas moi. C'est pas vous qui m'avez promesse. Non, c'est pas moi. C'est une promesse tenue. En français, comment le qualifiez-vous? C'est une promesse tenue. Distel Amoussou, est-ce que, en le faisant, en procédant à la mise à disposition du fonds pour l'audit du fichier électoral, malgré l'opposition apparente de sa majorité présidentielle, le chef de l'État vient de démontrer qu'il reste au-dessus des clivages politiques? Je voudrais déjà prendre pour moi le plaisir de nettoyer quelques points au Karcher et dire qu'il n'y a pas de confusion possible à faire entre les attributions du COSLEPI, du CNT, et à travers donc le budget de plus du milliard, et ce que propose de faire le cadre de concertation politique de l'opposition. Donc il n'y a pas de confusion possible. Premier point. Deuxième point, je voudrais dire qu'il n'y a pas de contentieux entre le
le cadre de concertation politique de l'opposition et les partis de la mouvance, parce que l'existence de contentieux répond à des caractéristiques. Il n'y en a pas. Il y a eu des visites de courtoisie, n'est-ce pas, d'invites aux fins à des activités politiques. Les partis de la mouvance ont décliné gentiment ces invitations, et donc cela ne donne pas lieu à un contentieux. Donc, mais la chaise de la mouvance est vide au niveau du comité de pilotage là-bas. S'il vous plaît. Il n'y a pas contentieux? S'il vous plaît, il n'y a pas de contentieux. Les contentieux répondent aux caractéristiques que je vous ai données. Enfin, je voulais préciser. Et voyez-vous, on peut décliner un repas, hein, une invitation à dîner. On peut décliner. Cela ne donne pas lieu à un contentieux. On peut décliner une invitation à une réflexion autour d'un sujet donné. Cela ne donne pas lieu à un contentieux. Un contentieux, n'est-ce pas, à ses caractéristiques, n'est-ce pas, du point de vue légal, du point de vue des actes, du point de vue de. Je ne voudrais pas faire le coup ici. Autre chose, écoutez, la constitution de notre Bénin fait du chef de l'État, président de la République, une institution. Et donc, chef du gouvernement, les partis politiques n'ont pas à s'imposer à une institution de la République. Voyez-vous, même si leurs militants se retrouvent au sein d'un gouvernement. Voyez-vous, il faut pouvoir faire la démarcation entre le gouvernement, son chef institution, et, n'est-ce pas, les partis politiques qui, n'est-ce pas, qui ne dirigent pas l'État. À date, sauf pendant la période révolutionnaire où le PAPB dirigeait l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre écosystème complètement différent de ce que l'on a observé sous le GMR, gouvernement militaire révolutionnaire, et puis après le PRPB. Et donc, les partis ne dirigent pas l'État au Bénin. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, les partis n'ont pas à s'imposer au gouvernement ni au chef du gouvernement. Maintenant, les partis peuvent avoir leur posture sur des questions politiques, ce qui s'est observé. Donc quand j'ai fini de nettoyer tous ces points-là au Karcher, je vais vous dire que... c'était quoi votre question? Non, je demandais si le chef de l'État, malgré l'opposition de sa mouvance... Oui, il a respecté, il a respecté son engagement. Il a respecté son engagement et il a prouvé que lui n'avait rien à cacher. Voyez-vous? Et ce qu'il est important de retenir, et ce qu'on ne dit pas souvent, non, il n'avait rien à cacher, mais ses partis politiques, oui. Écoutez, pardon, j'ai pas compris. Vous avez dit qu'il a prouvé qu'il n'avait rien à cacher. Et vous avez poursuivi en disant... partis politiques, oui, c'est ça vous le dites. Vous affirmez... Puisque ces partis politiques ont dit non. Est-ce que vous affirmez... Je n'affirme pas, je vous demande. Alors, donc, je parle du chef de l'État. Puisque ce n'est pas les partis politiques qui ont donné l'argent. Et je vous ai expliqué la posture des partis politiques de la mouvance. Donc, ne venez pas me mélanger. Je ne vous mélange pas. Donc, je dis... Vous pouvez poursuivre, hein. On n'a que 5 minutes maintenant. Hein. Je vous dis, le chef de l'État a, n'est-ce pas, donné l'intégralité des fonds souhaités, sollicités, demandés par le cadre de concertation. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu d'arbitrage. Est-ce que vous observez ça? Il n'y a pas eu d'arbitrage. Alors que, par rapport au budget, n'est-ce pas, de tous les ministères, des institutions de la République et tout, le ministre des Finances procède à un arbitrage. Je vous demande si c'est un piège. Non, je vous fais observer cela pour la suite. Pour dire que, même s'ils en demandaient plus, le chef d'État leur aurait donné plus. C'est pour vous dire que désormais la balle est dans leur camp. Ils n'ont qu'à tout faire pour se satisfaire eux-mêmes et de sortir eux-mêmes de leur angoisse, de leur stress, de leur peur panique, de leurs incertitudes. Ils n'ont qu'à se convaincre à travers donc cette opération-là. Et puis après, qu'on n'en parle plus. D'accord. Je vous remercie. Merci. On va opiner sur... on va parler de nous dans quelques instants, mais avant je voudrais recueillir votre avis sur l'acquisition d'un scanner pour je crois que le Sénat Sud Cotonou. On va y aller rapidement. Je vais vous demander, Arimé Choubadé et les autres centres de santé publique, quand vous faites un AVC par exemple, dans certaines régions du pays, vous avez 3 fois plus de chances aujourd'hui de mourir
Non, Parce que dans ces régions, peut-être, il n'y a pas de scanner pour diagnostiquer le type d'AVC dont il s'agit. C'est vrai que c'est maintenant qu'on a acquis un scanner. Vous n'avez pas suivi le conseil de l'État? Je sais qu'il y a qu'un scanner, mais je crois que c'est un de plus. Un de plus, justement. Sinon, la semaine dernière seulement, j'ai amené un ami jusqu'à Lomé pour faire l'IRM. Parce que celui du CNHU était en panne. Je ne sais pas s'il entend. Non, mais ça arrive, non? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, d'abord, il vit à Porto-Novo. Il en a besoin. Il n'en a pas trouvé là-bas. On a dit d'aller au CNHU. Il est allé au CNHU. On va parler du scanner. Non, mais c'est ça que je dis. Pour moi, je ne pense pas qu'un scanner peut être un événement national. Un scanner, et puis ça devait, je croyais qu'il y en avait tellement là-bas, et puis on en a ajouté un. Je ne savais pas que c'était un point de fixation. Je ne sais pas ce qu'on peut dire sur un scanner. Non, je demande les autres centres de santé publics. Déjà que je vous dis, dans certaines régions... On vous dit qu'au CNHU, déjà, c'est un événement. Donc là-bas, il n'y a même pas... Là-bas, vous savez que si vous êtes malade, vous devez traverser la frontière pour aller soit... à Fayant, soit dans la C'est clair. Donc maintenant, il ne faut pas plaider le cas aujourd'hui des autres centres de santé publics. Dans le zoo, il n'y a pratiquement pas de scanner. Quand vous faites un AVC à Boïko ou à Pédékman, on est obligé de vous référer au CNHU pour diagnostiquer le type d'AVC au scanner. En France ou ailleurs, Genève, je ne sais pas, on ne se lève pas pour aller voir un médecin spécialiste, on prend rendez-vous. Et donc, le Bénin n'invente pas le monde. Écoutez, oui, je suis d'accord, on ne va pas perdre du temps autour d'un scanner. Écoutez, l'IRM, les Togolais, il y a 1 mois, 2, venaient à Cotonou pour faire leur scanner, parce que le Bénin s'est doté de l'IRM, pour faire l'IRM, parce que le Bénin s'est doté de cette radio-là qui donnait plus de performance à ce qu'on vivait, on observait au Togo. Parce que moi, je suis allé faire mon IRM au Togo, je suis revenu le faire à Cotonou. Et j'ai vu des Togolais venir le faire. Et donc, si le Togo, le Bénin, l'appareil est en panne à gauche et qu'on va à droite, et que c'est en panne à droite et qu'on va à gauche, il n'y a pas de débat. Écoutez, voyez-vous, il fallait qu'on répare l'appareil à droite. C'est la convivialité, la il fallait qu'on répare l'appareil à droite. Entre pays pauvres, voyez-vous, donc on va revenir au scanner. Très rapidement, 30 secondes. Hein. Je ne sais pas ce que vous voulez. Je veux... c'est pas la première fois que le Bénin se dote de scanner. Pour moi, il n'y a pas événement non plus. Il n'y a pas événement, c'est pas la première fois. Donc vous pensez qu'aujourd'hui dans le zoo, comme il n'y a pas de scanner, il n'y a pas à l'entame de cette émission, à l'entame de cette émission, il faut que le Bénin continue dans cette dynamique, il faut que les Béninois continuent de payer leurs impôts correctement, il faut que chacun continue de faire ce qu'il a à faire et de doter, n'est-ce pas, les villes, notamment Cotonou, les grandes villes, Parakou et autres, des ressources qu'il faut pour accompagner l'État. Et comme ça, nous aurons ce dont on a besoin. Écoutez, en attendant, on meurt, hein, tranquillement. Ben, on meurt partout. Une virgule, Patrice Média, très rapidement, pour qu'on puisse parler de nous. Le 22 février, Radio Cotonou, à 2 ans. Voilà, on va passer à quelque chose de plus gai maintenant. Je démarre avec vous, Arimi Choubadé. Radio Cotonou à 2 ans, le 22. Ce qu'on disait n'était pas triste non plus. Mais il y avait un peu de stress. Oui. C'était tiré de gauche à droite. Quand l'IRM est en panne dans l'hôpital de référence, il n'y a rien de gai dans tout ça. Joyeux anniversaire à vous. Donc, oui, c'est... appréciation du chemin parcouru que souhaitez pour vous, pour Radio Cotonou. Non, je laisse la parole au directeur de la radio. Il va mieux vous parler du chemin parcouru. Non, ce n'est pas sous le même prisme. Non, moi, en tant qu'auditeur, je sens que c'est... Oui, Radio Cotonou est venu occuper une place dans la ville. Cet espace n'existait pas. Et puis le temps est assez sérieux. C'est pas... le monologue qu'on redoutait quand on a entendu Radio Cotonou, on a vu quand même que on a ouvert un peu l'esprit pour accepter tous les courants. Surtout quand on reçoit Rémi Choubadé. Oh là là. Oh là là. Allez-y. Je me suis fait recevoir partout. Même sur SRTV. Donc, comment on dit? ORTB.
c'est ça que... Bon, SRTB, ou bien... Voilà, donc... Vous allez y arriver. Je n'ai jamais... On ne vient que de commencer. Moi, je n'ai jamais fait casser un plateau. On est assis, les tables sont encore là, les chaises sont là, les matériels. Donc, pourquoi vous craindre que qu'on me trouve dans le studio? Donc, voilà, ça, c'est Radio Cotonou, ça a une identité désormais. On espère que, bon, voilà, ça va demeurer parce que je connais ce régime-là. Hein? Enfin, je n'irai pas plus loin pour ne pas dire que... Merci. Merci à Rémi Chobadi. Distel Aboussou. Écoutez, bonne fête à vous, mais après la fête, pensez à l'éducation des Cotonois et des Cotonoises. Pensez à initier, par exemple, une capsule de 3 minutes tous les jours. Une capsule de 3 minutes tous les jours par rapport aux questions de décentralisation, aux lois sur la décentralisation, aux décisions, consignes de la municipalité, aux Cotonoises et aux Cotonois, une capsule de 3 minutes tous les jours pour nous faire connaître la ville, faire connaître ce que fait la municipalité, faire connaître les droits et devoirs des Cotonoises et des Cotonois. Une capsule de 3 minutes donc tous les jours pour, n'est-ce pas, nous parler de nous-mêmes dans la ville de Cotonou. Ça nous ferait du bien. Et puis, je vous remercie, quoi. Merci Distel Aboussou, merci à Rémi Chobadé. Nos deux invités sur Actu et Débat de ce jeudi qui se referment. Merci de nous avoir suivis.